Le Burkina a l'honneur à Rabat au Trans-Montana Economic Forum. De nombreux opérateurs burkinabés participent à cet événement qui a choisi cette année Blaise Compaoré comme personnalité d'honneur pour célébrer son engagement pour la paix en Afrique de l'Ouest. 25 milliards de francs CFA pour réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes. Le projet Emploi des jeunes offre des possibilités d'emploi temporaire et des compétences pour s'auto-employer à la fin du programme. Et puis, de bonnes pratiques mises en lumière pour faire avancer la lutte contre les MGF dans le monde. Le Burkina, qui a réalisé d'importants succès dans ce domaine, était invité à partager son expérience au Palais des Nations à Genève. Madame, Messieurs, bienvenue aux actualités sur la télévision du Burkina. Pour commencer donc, les opérateurs économiques burkinabés sont arrivés en grand nombre à Rabat pour tisser des relations avec les entreprises qui sont venues pour le Trans-Montana Forum qui se tient donc à Rabat. Le président du Faso est personnalité d'honneur. Reportage Simon Gongo. Les chefs d'État font leur entrée dans la salle et le Trans-Montana Forum peut commencer. La 25e session du Forum de Jean-Paul Carteron parle de la coopération sud-sud avec le Burkina en vedette. Les chefs d'entreprise venus du monde entier doivent parler affaires, mais aussi de l'environnement politique avec la promotion de la paix. C'est cette vision de Blaise Compaoré que Trans-Montana veut exploiter. L'Afrique est un continent demandeur d'une coopération sud-sud en général, mais elle entend aussi et surtout exploiter le potentiel de coopération en son sein propre. Cette deuxième dimension de la coopération sud-sud est appelée à être le principal vecteur de l'intégration économique africaine. Au-delà des questions économiques, elle doit se déployer aussi dans la sphère de la paix et de la sécurité dont le continent a tant besoin. C'est pourquoi, dans toutes ces actions en faveur de la paix et de la sécurité, notamment à travers les opérations de médiation et de facilitation que j'ai eu l'honneur de conduire dans la résolution pacifique de conflits, le Burkina s'est attaché à mobiliser tous les canaux de la coopération entre les pays du continent. C'est le lieu de relever et de saluer le rôle d'acteur majeur que joue le Maroc dans le développement de la coopération interafricaine. Une succession de visions a été présentée par le Maroc et d'autres chefs d'État et de gouvernement. Avec le gouvernement burkinabé, il y avait des hommes d'affaires venus avec des projets en main pour chercher des partenariats. Au Palais des Nations à Genève s'est tenu un haut panel sur les bonnes pratiques en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines en marge de la 25e session du Conseil des droits de l'homme. À cette tribune, Madame Chantal Compaoré, ambassadrice de bonne volonté du Comité interafricain de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes ayant effet sur la santé des femmes et des enfants, a partagé l'expérience du Burkina Faso qui a engrangé de nombreux succès et qui pourrait faire avancer la lutte contre les mutilations génitales dans le monde. Salif Belem et Godefroy Bazier. C'est une première dans l'histoire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Tenir un panel de haut niveau sur l'identification des bonnes pratiques dans la lutte contre les mutilations génitales féminines MGF. Il a eu lieu au Palais des Nations à Genève et a connu la participation du Burkina, représenté à cette rencontre, qui a fait salle comble par la première dame qui a eu l'honneur d'ouvrir cette rencontre à la suite du haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Nabi Pillay, et de Mariam Lamizana, présidente du CIF. Tour à tour, les panélistes ont été interrogés par la modératrice, l'ambassadrice du Togo auprès de la mission permanente des Nations Unies, Nakpa Polo. Chantal Compaoré a fait l'état des lieux des 29 pays africains concernés par les MJF, puis évoqué les causes des MJF et partagé avec les participants quelques bonnes pratiques dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. La première dame du Faso a précisé que la lutte commence à porter ses fruits au Burkina, puisque le taux de prévalence, qui était de 20% en 2003, est passé de nos jours à 13%. Ce sont 3 décennies d'actions conjuguées avec la mise en place d'un cadre institutionnel, l'élaboration de programmes et plans et l'instauration du plaidoyer au niveau national et international qui ont permis d'atteindre des résultats probants au Burkina, a précisé la première dame. En renforçant les capacités des acteurs, renforcer le plaidoyer auprès des autorités politiques et administratives
ainsi que des leaders d'opinion afin d'accroître leur soutien et implication à la lutte. Intensifier les campagnes de communication en mettant un accent particulier sur l'éducation des jeunes et leur responsabilité dans la lutte. Diffuser les instruments régionaux et internationaux, notamment le protocole de Maputo et la résolution 67-146 de l'Assemblée générale des Nations unies. Chantal Compaoré, dont les actions en faveur de la lutte contre les MGF ont été unanimement saluées par les participants, a mis en lumière les bonnes pratiques qui vont aux déclarations publiques d'abandon à l'introduction de modules de l'enseignement, en passant par le soutien aux victimes à travers leur prise en charge. Quant à Mariam Lamizana, elle s'est attardée sur les perspectives régionales, sur les normes sociales et culturelles qui sous-tendent les MGF, les pratiques prometteuses pour lutter contre les mutilations et le rôle des organisations et mécanismes régionaux pour aider les efforts de lutte contre les MGF. Sont également intervenus à ce panel Irati Wijeman, membre du comité des droits de l'enfant, Lise Dishburn du département de développement international de la Grande-Bretagne et Nafissatou Diop, coordonnatrice du programme conjoint de lutte contre les MGF UNFPA-UNICEF et Marlène Temerman, directrice du département santé de la reproduction à l'OMS. Un panel qui a permis de tirer de grands enseignements. Nous sommes arrivés à un stade où, avec la résolution onusienne, nous devons avancer. Nous devons avancer dans nos approches par rapport à la lutte contre la pratique de l'excision. La participation de la Première Dame a été saluée par les participants, preuve de son leadership dans la bataille contre les pratiques avilissantes, et cette reconnaissance est accueillie avec fierté par le Burkina. Disons, j'ai été très fière parce que d'avoir pu contribuer à la résolution onusienne concernant les mutilations génitales féminines. Il faut dire que ici ce matin, j'ai été agréablement surprise des compliments que toutes les délégations ici présentes ont pu me manifester. Pour moi, c'est une grande fierté d'avoir pu apporter ma modeste contribution à l'avancée concernant les mutilations génitales féminines. Et pour moi, c'est une grande fierté et une fierté aussi pour le Burkina. Ce panel a permis au bout du compte de mettre en avant les progrès réalisés, les bonnes pratiques, les défis et les obstacles rencontrés dans la lutte contre les MGF pour atteindre la tolérance zéro, défi que relève depuis 2 décennies avec succès Chantal Compaoré, la Première Dame du Faso. En marge des travaux, la Première Dame a eu d'importants échanges avec de hautes personnalités de l'ONU et elle a rencontré en effet le haut-commissaire aux droits de l'homme et le président du Conseil des droits de l'homme pour partager ses vues sur les stratégies à développer pour lutter davantage contre les mutilations génitales féminines. Reportage toujours signé de Salif Belem et Godofroid Bazi. À Genève, la Première Dame a multiplié les concertations afin de gagner la bataille contre les mutilations génitales féminines. Les plaidoyers sont nécessaires dans cette perspective. Ainsi, Chantal Compaoré a eu des échanges avec le haut-commissaire aux droits de l'homme, Navi Pillay, qui a prêté une oreille attentive aux plaidoyers de la Première Dame. Je suis venue lui présenter les efforts que nous avons pu faire au niveau du comité interafricain dans la lutte contre la pratique de l'excision et puis lui demander de nous soutenir, que nous puissions arriver à la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Elle s'occupe des droits de l'homme et tout ce qui concerne les mutilations génitales féminines font partie des droits de l'homme. C'est des préoccupations pour elle et pour nous aussi. Donc, c'est une manière aussi de nous accompagner dans nos efforts et nous pensons qu'avec l'aide qu'elle va nous apporter, nous pourrons arriver à de bons résultats dans le futur. À la suite du haut-commissaire aux droits de l'homme, la Première Dame a été reçue en audience par le président du Conseil des droits de l'homme qui a loué les efforts de Mme Compaoré dans la lutte contre les MGF. Non, c'était déjà pour dire à la Première Dame que c'était un honneur pour le président du Conseil des droits de l'homme que je suis et qui est originaire d'un pays africain, le Gabon, d'avoir une personnalité de haut niveau qui vient au Conseil des droits de l'homme faire part de son expérience, des expériences africaines dans le cadre de la promotion
de la protection des droits de l'homme. Le combat qui est mené dans ce domaine, et nous voyons l'implication, la grande implication, je dis substantielle de la Première Dame, c'est un combat qui doit avoir un achèvement qui porte des fruits. Ces différentes rencontres devraient donner un coup d'accélérateur à la lutte contre les MGF qui bafouent les droits des femmes et leur santé. Le gouvernement lance une nouvelle initiative pour réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes. Le projet emploi des jeunes est financé à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Il offre des emplois temporaires et permet aux bénéficiaires d'acquérir des compétences pour s'auto-employer à la fin du programme. Abdoul Rasmane Zongo. Lutter contre le chômage, le sous-emploi et l'inactivité des jeunes par la création d'emplois temporaires et la formation professionnelle, c'est l'un des objectifs de ce nouveau projet. Le projet Emploi des jeunes et développement financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Nous avons un financement de 25 milliards de francs CFA qui va appuyer la création d'emplois de 30 000 et plus jeunes dans les activités de haute intensité. Ils vont travailler sur les routes, ils vont travailler dans les communes, ils vont apprendre aussi, on va aussi renforcer leurs capacités. D'une durée d'exécution de 5 ans, ce projet a une particularité saluée par le patron de la cérémonie. L'originalité de ce programme par rapport aux autres, c'est que d'abord, vous savez, sur près les 30 000 et quelques emplois qui seront donc octroyés aux jeunes, surtout en matière de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, c'est de faire en telle sorte que ces jeunes, lorsqu'ils auront fini leur contrat, ne retombent plus dans le chômage. Donc c'est de leur permettre, à l'issue de leur contrat, d'acquérir une compétence professionnelle pour leur permettre de faire autre chose. Et je pense que ça, c'est une très bonne idée. C'est pourquoi, en plus de ça, il y a tout un volet consacré à la formation professionnelle, au développement des compétences. Quant aux bénéficiaires, ils sont estimés à 46 800 jeunes âgés de 16 à 35 ans. L'emploi des jeunes et du développement des compétences est une question cruciale et toute initiative visant à apporter des solutions à cette problématique est salutaire. Et donc, nous allons travailler de concert avec les structures en charge de l'exécution de ce projet pour diffuser l'information auprès du public cible afin que les uns et les autres qui sont dans le besoin puissent savoir les conditions pour y bénéficier. À travers le lancement officiel des activités du dit projet, le gouvernement burkinabé, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, en l'occurrence la Banque mondiale, traduit davantage sa volonté de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse, moteur de développement de toute nation, et cela par la création d'emplois décents, l'offre d'une formation professionnelle adaptée et l'acquisition de compétences. Élus locaux ivoiriens et burkinabés ensemble face aux questions du changement climatique, ils se sont retrouvés à Ouéguia pour dessiner le cadre de coopération décentralisée sur cette question qui interpelle l'action communale. Adama Ouedraogo. Ils sont tous des maires des communes ou des présidents de conseils régionaux venus de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Tous acteurs de la décentralisation, ils vont pendant 2 jours se pencher sur la thématique rôle et place des élus locaux dans la lutte contre les changements climatiques. Pour les changements climatiques, on n'a pas besoin d'être ingénieur, scientifique ou quoi que ce soit. Il faut seulement observer autour de nous. La saison pluvieuse n'est plus à la même date. Bon, les saisons s'installent soit tardivement, soit de façon précoce. L'eau est excessive ou elle est insuffisante, etc., etc. Soit il y a des inondations ou des sécheresses. Les suggestions et recommandations issues de cette 4e rencontre des élus locaux de Côte d'Ivoire et de Burkina permettront sans doute aux participants de repartir dans leurs localités respectives avec des pistes de solutions sur la thématique. La population du Burkina ou de la Côte d'Ivoire en 1960 n'est pas la même aujourd'hui. On assiste à une croissance de la population. Qui dit croissance de la population dit attaque de la nature. Parce qu'il faut produire plus pour nourrir plus. Et il faut organiser cela. Nous utilisons la nature, mais la nature est très rancunière. Elle nous la rend, elle nous fait payer. Je voudrais vous rassurer qu'il y a des exemples
palpables qui prouvent que les populations peuvent adopter des bonnes pratiques par rapport au changement climatique. Prenons seulement le mode de construction que nous avons au Burkina. Sans fondation, depuis quelque temps, à travers les rencontres, à travers la sensibilisation, à travers des cas pratiques d'enseignement avec un certain nombre d'ONG et de sociétés spécialisées, nous arrivons à bâtir des fondations dans un premier temps et par la suite à construire un banco au-dessus. Ça veut dire que les populations peuvent intégrer ça dans leur mode de construction, quel que soit le lieu où ils se trouvent dans les villages. À cette rencontre de Ouaouia, des communes du Burkina et de Côte d'Ivoire ont signé des conventions de partenariat. Cette rencontre a pu se tenir grâce au financement conjoint de l'Association internationale des maires francophones et de l'Union européenne. L'État signe un chèque de 15 milliards de francs CFA à la Fédération et Association islamique du Burkina. Cet argent doit servir à financer la réforme du système éducatif dans les écoles franco-arabes et médersa. Nathalie Sawadgo Nabaloum. Ces 15 milliards de francs CFA vont contribuer à renforcer l'offre éducative dans les écoles franco-arabes et médersa sous la houlette de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Nous avons décidé, bien sûr, avec les représentants, bien sûr, de ces communautés, de travailler à la fois sur le curriculum, de travailler sur la qualité des enseignants, donc en termes de profil à recruter, à la fois de personnel d'encadrement, mais aussi tout ce qui est lié à l'insertion, donc à la formation technique et professionnalisante pour pouvoir permettre à ces enfants qui sont issus aussi des écoles coraniques, mais qui sont issus des foyers coraniques et des médersa, de pouvoir un jour arriver à la fois à avoir des apprentissages de qualité, mais surtout s'insérer dans la vie active. Les écoles franco-arabes et médersa au Burkina Faso représentent un taux de 66% selon le ministre de l'Éducation nationale. Ces écoles connaissent des difficultés de fonctionnement liées à l'inorganisation et le recrutement d'enseignants sans formation initiale. Et l'État décide de réformer le système éducatif afin de régler un certain nombre de problèmes, notamment l'insertion socio-professionnelle des sortants de ces écoles et l'homologation des diplômes. Le président Cheikh Doucouré a indiqué que c'est un jour historique pour la communauté musulmane. Nous attendons beaucoup de choses. Donc c'est une page qui vient d'être ouverte. Je pense qu'avec le temps, donc, nos écoles seront des établissements qui vont participer à former et puis des éléments, des citoyens qui croient en Dieu, qui peuvent participer positivement pour le développement des pays. Ce projet a été rendu possible grâce à l'appui de la Banque islamique de développement et le Royaume d'Arabie saoudite. En rappel, le ministère de l'Éducation nationale a déjà signé des accords avec les catholiques et les protestants. Au camp Guillaume Ouedraogo, le commandant Franck Nion prend la tête du bataillon de commandement et de soutien. Il succède ainsi au colonel Claude Sommet qui rejoint le cabinet du chef d'état-major général des armées. Le nouveau chef de corps s'engage à renforcer la discipline et à travailler pour l'amélioration des conditions de vie des hommes placés sous son commandement. Karim Patrick Namono. Le rituel de passation de commandement n'a pas changé. Le colonel Claude Sommet passe le témoin au commandant Franck Nion par l'entremise de la hiérarchie militaire. Il est désormais le chef du bataillon de contrôle et de soutien BCS. Le commandant Franck Nion rentre du Mali, d'où il a été commandant adjoint du bataillon Badéen 1. Au niveau de l'armée, il y a certaines bases qui sont statiques, immuables. Il y a la discipline, il y a les règlements. Eh bien, je me baserai sur ça pour continuer à faire fonctionner le BCS. Nous savons que nous devons renforcer la discipline et, avec l'aide de nos chefs aussi, tenter d'améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des hommes et pour un meilleur devenir donc, de notre armée. Son prédécesseur, le colonel Claude Sommet, est muté au cabinet du chef d'état-major général des armées. Le nouveau chef de corps du bataillon de contrôle et de soutien, par ailleurs ancien élève du Prytanée militaire du Kadjugo, est sociologue de formation, officier spécialiste des techniques aéroportées, observateur militaire et plusieurs fois médaillé. L'homme est donc bien rompu au métier des armes et il n'est donc pas en terrain inconnu.
La section de recherche de gendarmerie a pris dans ses mailles un groupe d'individus qui s'adonnaient clandestinement à la production d'huile végétale au mépris total des dispositions légales. Ces huiles constituaient une menace grave pour la santé des populations. Zié Diara et Bouma Ernest Nebié. Ces bidons contiennent plus de 2000 litres d'huile frelatée produite de façon artisanale. Cette œuvre lugubre est d'un certain Ouedraogo Mamadou, de Sinaré Alaï et de Ouedraogo Bourema dans la zone non lotie de Kosodo à Ouagadougou. Selon la gendarmerie, ils recyclent les résidus des unités industrielles de production d'huile végétale. Des résidus qui sont impropres à la consommation. La contrefaçon consiste donc à chauffer à blanc les résidus issus de l'extraction de l'huile par les entreprises agréées. Ces résidus donc sont destinés à la fabrication du savon. Ces individus donc ajoutent de la soude caustique à ces résidus-là pour permettre la décantation. Par la suite, comme ils le disent eux-mêmes, l'huile est lavée pour diminuer la teneur en soude caustique. Donc après extraction, cette huile de très mauvaise qualité est conditionnée dans des bidons de 20 litres pour être commercialisée en raison de 9 000 francs le bidon de 20 litres. Si vous faites la moyenne, ça fait 450 francs le litre. Cette huile de mauvaise qualité, réputée nocive pour la santé, est malheureusement beaucoup consommée, notamment dans les restaurants de la place, dans les ménages et surtout sur les sites aurifères. Elle est même revendue dans certains magasins sous de fausses étiquettes. Vous voyez, les 20 litres à 9 000 francs, ils prennent, ils ajoutent une étiquette mensongère et puis elle est vendue à prix chaud. Le commandant de la section de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou appelle la population à plus de vigilance. Il les invite à dénoncer tout cas de produits suspects. Et pour les dénonciations, ces numéros verts peuvent être utilisés. Le 10-10, le 16, le 17 ou encore le numéro 80 00 11 45. Le partenariat national de l'eau et le ministère en charge de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement travaillent ensemble pour améliorer la gestion durable des ressources en eau et pour asseoir une sécurité, une résilience au changement climatique au Burkina Faso. Les responsables des institutions et services en charge de la gestion de l'eau étaient invités à Kombisiri pour renforcer leurs compétences en la matière. Bachirou Youmandia, Doussa et Adama Koulibaly. Au Burkina Faso, la pénurie d'eau et les catastrophes liées au changement climatique sont récurrentes. Pour y remédier, le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion de l'eau est plus que jamais nécessaire. C'est dans cette perspective que le ministère en charge de l'eau et le partenariat national de l'eau ont procédé au lancement du programme sur la sécurité en eau et la résilience au changement climatique au Burkina Faso. Dans un processus de la mise en œuvre des engagements qui ont été pris par les chefs d'État et de gouvernement à Sharm el-Sheikh en Égypte en 2008. Au titre de ces engagements, nous avions plusieurs volets, dont la sécurité de l'eau qui a été portée par l'AMCO et qui est aujourd'hui mise en œuvre par le Global Water Partnership, le GWP, dont la composante du Burkina, le partenariat national de l'eau. Il s'agit d'outiller ces acteurs sur les stratégies appropriées pour la gestion de l'eau. Nous avons prévu de faire des formations sur, disons, la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau. Donc il s'agit de mettre, disons, tout le monde au même niveau pour comprendre un peu ce que c'est que la GIR. Nous allons également faire comprendre aux gens les phénomènes de changement climatique et, disons, les adaptations que nous pouvons faire. Ce programme ne concerne spécifiquement que le Burkina Faso et le Ghana, mais la mise en œuvre du programme Eau, Climat et Développement dans son ensemble couvre 8 pays d'Afrique. Le site d'accueil des réfugiés maliens de Mentao à Djibo a servi de cadre pour la commémoration de la 24e journée internationale de l'enfant africain. À l'occasion, on a plaidé en faveur d'une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique, surtout pour ceux qui sont en situation d'urgence comme ceux de Mentao, Ahadi Sandamba.
camp des réfugiés maliens de Mentao dans la commune urbaine de Djibo. Nous sommes le lundi 16 juin 2014. C'est ici que l'ONG Plan Burkina a choisi pour commémorer la 24e journée internationale de l'enfant africain. Placée sous la problématique d'une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique, cette journée est une occasion pour l'ONG Plan Burkina et ses partenaires d'attirer l'attention aussi bien des décideurs politiques que des parents sur la nécessité de faire de l'éducation de qualité une réalité en Afrique, surtout en situation d'urgence, comme ici à Mentao. Parlant de la journée de l'enfant africain, c'est une question de promotion des droits des enfants. Et nous croyons qu'ici, il y a beaucoup d'enfants dans le camp. Et du fait que ces enfants ont été déplacés, nous avons besoin de travailler et de sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de respecter leurs droits. Et nous voyons aussi que cette année, nous mettons l'accent sur une éducation de qualité. Alors, les enfants qui ont été déplacés dans notre territoire, sur des sites, nous avons besoin effectivement d'attirer l'attention de leurs parents, mais aussi de tout le monde sur la nécessité de travailler pour que ces enfants-là puissent effectivement avoir droit à une éducation de qualité. Tour à tour, les différents acteurs sont passés à la tribune, d'aucuns pour partager avec l'assistance l'état actuel de l'éducation des enfants réfugiés maliens et d'autres pour apprécier les actions menées dans ce sens et plaider une fois de plus pour l'éducation de la jeune fille. Ce fut le lieu également pour l'ONG Plan International de remettre aux autorités le rapport de synthèse 2013 de la campagne Parce que je suis une fille. Une campagne qui présente chaque année la situation des filles dans le monde. Kayao reçoit les clés d'une ambulance pour faciliter l'évacuation des malades dans cette localité située à 60 km de Ouagadougou. C'est une dotation du ministère de la Santé pour faciliter l'accès au centre de référence. Yolande Lompo. Soigneusement garée devant la mairie de Kayao, la nouvelle ambulance n'attend plus que d'être livrée afin de rendre service. Elle est la star du jour qui mobilise ses populations et pour mieux traduire leur joie, quoi de plus normal que ces pas de danse. La première ambulance que la mairie de Kayao reçoit. Avant, c'est le district sanitaire de Saponé qui faisait les évacuations. Et il faut dire que les CSPS qui sont au niveau de la mairie, pour le CSPS de Kayao, il est distant de 30 km. Et les pistes rurales ne sont pas bien. Et durant la saison pluvieuse, c'est vraiment une zone qui est très inaccessible. Donc la dotation de cette ambulance va vraiment soulager la population et rapprocher les patients, les malades des centres de santé. Le district de Saponé, dont relève le CSPS de Kayao, compte 21 formations sanitaires publiques et parmi le chapelet de doléances égrenées par les différents intervenants du haut de ce parloir, l'on retiendra la mise en place d'un système d'éclairage dans ces formations sanitaires et l'érection du CSPS de Kayao en SEMA. Il leur faut déjà un comité de gestion. Il faut également un conducteur compétent pour utiliser ce véhicule. Mais il faut également assurer une maintenance quotidienne et des travaux d'entretien périodiques pour que ce véhicule puisse durer le maximum possible. Le CSPS dispose à présent d'une ambulance, mais certains de ces villages sont inaccessibles. C'est le cas à cet endroit où un grand cours d'eau sépare la commune en deux. Les travaux de construction de cet ouvrage entamé depuis 2002 ayant été arrêtés. Quand nous avons été informés, nous avons fait le tout pour comprendre, pour voir un peu qu'est-ce qui avait été fait. Et nous nous sommes rendus compte qu'un grand travail avait été déjà abattu. Mais faute de ressources et faute de suivi, le projet n'a pas pu être bouclé. Pour l'instant, il n'y a pas de tablier. Donc, c'est dire qu'il y a encore un grand travail à faire. Mais l'entreprise que nous avons retenue est en train donc de nous proposer des solutions qui seront mises en œuvre d'ici là. Kayao compte plus de 37 000 habitants et en 2013, la commune a enregistré 196 évacuations sanitaires. Yeo Martial, champion d'Afrique en 1992, a rendu une visite de courtoisie au ministre de la Communication, Alain-Édouard Traoré. L'ancien sélectionneur des éléphants revient sur l'essence de cette visite avec le ministre. Reportage signé. Il s'exprime au micro de Abdoulaye Kabouré. Ça a été très fructueux pour moi et ça m'a permis de me remémorer, de sortir beaucoup de choses que j'avais comme souvenir du Burkina et particulièrement de Bobo. Quand j'ai su que le ministre a fait Bobo, il a fait le même parcours que moi, on a fait le même collège, le collège de Tounouma. Nous sommes les pionniers de Tounouma et
Vraiment, ça faisait du plaisir. Et je peux dire que j'ai parlé sans arrêt, mais avec beaucoup de plaisir, avec vraiment le cœur en joie. Et ça a été une bonne rencontre pour moi. Voilà, la Coupe du Monde continue de nous réserver plein de surprises. Cet après-midi, l'inattendue équipe de Costa Rica s'est offert celle de l'Italie sur le score de 1-0. Le Costa Rica signe une deuxième victoire et prend la tête du groupe D devant l'Italie, l'Uruguay et l'Angleterre. Dans le groupe E, l'équipe de France vient de s'ouvrir le chemin de la 8e de finale en battant la Suisse sur le score de 5-2 tout de suite. Le dernier match de la soirée entre le Honduras et l'Équateur. Madame, mademoiselle, messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la RTV.